Je vais faire quelques remarques sur les origines de l'adoption dans le droit d'inspiration occidentale, là, notamment au Québec. Et je vais montrer comment aussi les droits de tradition de common law, notamment dans l'Empire britannique, ont eu pour tradition de reconnaître le droit autochtone, notamment pour les questions de droit de la famille. Je vais parler un peu de certains défis que ça représente et de la situation actuelle. Et là, je prends deux exemples. Les territoires du Nord-Ouest et de Nunavut, d'une part, parce que c'est, je dirais, un exemple très positif, mais aussi la reconnaissance au Québec à l'heure actuelle où là, on va davantage déplorer une inaction que d'autres choses. Alors voilà. Donc, pour commencer, il faut comprendre que à l'origine, dans les systèmes de droit occidental, par exemple dans le droit civil, il n'y avait pas d'adoption. Et on était les enfants de nos parents biologiques de façon, je dirais, indélébile ou ineffaçable. Et derrière tout ça, derrière cette, je dirais, là, cette tradition civiliste, il y avait la normativité religieuse qui ne reconnaissait pas, là, en tout cas dans l'Église catholique, ne reconnaissait pas l'adoption, qui voyait le changement de filiation comme étant, si vous voulez, un acte contraire à la nature et certainement contraire à la puissance paternelle là, qui était quand même quelque chose d'assez central dans l'idéologie catholique. Cela dit, il y a toujours eu des adoptions de fait. Par exemple, mon grand-père, qui est né en 1900, a été adopté de fait parce que lorsqu'il avait 2 ans, sa mère est décédée et son oncle et sa tante ont dit très bien, nous allons prendre charge du petit Edmond et celui qui était le père biologique est devenu son oncle et son oncle et sa tante sont devenus ses parents et il n'y a pas eu de formalité, semble-t-il. Alors ça se faisait. Mais il y avait cette situation-là, cette absence de formalisation de l'adoption de fait qui avait lieu dans la société occidentale, créait un certain nombre de problèmes, ce que j'appellerais d'abord un vide juridique. On en a parlé ce matin. Qu'est-ce qui arrivait quand il fallait signer des papiers? Ainsi, mon grand-père nous a dit qu'il a fallu qu'on lui révèle la vérité au moment où il a dû se marier parce que il fallait qu'il trouve son certificat de baptême pour pouvoir se marier. Et là, on lui a dit, ben, tu sais, ce que tu vas voir sur ce certificat n'est pas ce que tu penses. Mais bon. Mais aussi, l'idée était qu'il fallait trouver de plus en plus de parents adoptifs pour des enfants abandonnés et que la sécurité que procurerait l'adoption plénière, c'est-à-dire l'adoption qui brise le lien de parenté original, ou originel, je devrais dire, pour le remplacer totalement par le lien avec les parents adoptifs, ben, semblait présenter une certaine sécurité, une certaine tranquillité d'esprit pour les parents adoptifs qui n'auraient pas qui ne feraient pas face au risque du retour des parents naturels, qui n'auraient pas à gérer cette difficulté-là. Et je fais l'hypothèse, là, bien que je ne puisse pas la vérifier, que ce phénomène-là est amplifié dans des sociétés à large échelle où les adoptés où la famille biologique et la famille adoptive ne se connaissent pas, là, contrairement aux réalités qu'on a évoquées ce matin, où de toute façon tout le monde se connaît et le retour peut avoir lieu, peut ne pas avoir lieu. Tout se fait au vu et au su de tous. Donc, voilà un bel exemple de conflit entre deux normativités, ici une normativité religieuse et une normativité civile pour le contrôle de ce qu'on appelle, je crois en anthropologie, la circulation des enfants.
Et une autre variable que je veux noter là, dans la façon occidentale de voir les choses, c'est qu'avec le temps, il y a eu une formalisation accrue des règles de l'État civil et des registres de l'État civil pour que l'État civil soit quelque chose d'absolument certain, qu'il puisse pas y avoir de doute quant à qui sont les parents de tel ou tel enfant. Et au Québec, mais avec l'adoption du nouveau Code civil en 1994, ces règles-là, elles ont été formalisées. Le maintien des registres, en pratique, a été transféré des autorités religieuses à des autorités étatiques, le directeur de l'État civil, et eux, ils voient ça là, vraiment de façon très sérieuse, là, les règles de l'État civil, si bien que lorsque mon père est décédé en 2001, l'État civil est allé voir, est allé remonter la chaîne de titres, si j'ose dire, et a découvert le poteau rose, a découvert que finalement, il s'appelait pas Grandmont, mais Saint-Pierre-Grandmont, parce que c'est comme ça qu'il avait été identifié par le curé du village lorsque mon grand-père a dû dire, ben, est-ce que je suis un Saint-Pierre, un Grandmont, mettez donc les deux. Et il a fallu que j'intente des procédures en cour supérieure pour que le droit soit mis en conformité avec la réalité et la possession de 99 ans. Alors, maintenant, quelques mots sur la reconnaissance des ordres juridiques autochtones par le système étatique. Et je dirais que, j'ai parlé du Code civil, évidemment, le Québec, c'est une province où le droit privé est de tradition civiliste à cause de l'héritage de la colonisation française, mais au Canada, il faut savoir que le droit public est d'inspiration britannique, c'est de tradition de common law, y compris au Québec. En théorie du moins. C'est-à-dire que c'était le droit public, un droit qui était associé à la souveraineté et donc même au Québec où finalement là, après quelques moments d'hésitation on a décidé de garder le droit civil après la conquête, eh bien le droit relatif à l'État, le droit relatif à l'administration est quand même de tradition britannique. Et donc, en théorie du moins, tout ce que je vais vous dire là s'applique aussi bien au Québec qu'au reste du Canada. Et dans le droit impérial britannique, c'est-à-dire le droit qui a fini par régir les interactions là, entre la Grande-Bretagne et ses colonies et les populations autochtones, il y a eu un principe, c'est celui de la doctrine de la continuité. L'idée, c'est que les Autochtones, les populations qui habitaient les pays conquis ou colonisés par la Grande-Bretagne, conservaient leurs droits, conservaient leurs traditions juridiques et surtout dans leurs interactions entre eux. Et donc, les tribunaux coloniaux pouvaient être, lorsque des justiciables étaient des Autochtones ou des gens du pays, si vous voulez, là, puis là, ça peut être en Inde, en Afrique, mais aussi en Amérique du Nord, donc, les tribunaux coloniaux pouvaient être appelés à appliquer, à découvrir et à appliquer ce droit autochtone. Un des exemples les plus célèbres, c'est sans doute l'affaire Connolly contre Woolrich, et les faits de cette affaire-là remontent au début du 19e siècle, lorsqu'un coureur des bois du Bas-Canada est allé dans ce qui était alors des territoires pas encore colonisé là, de ce qui est aujourd'hui le nord de l'Alberta, et a pris pour épouse une jeune femme autochtone selon les rites et les traditions ou le système juridique, direz-vous, là, de la nation Cri dont elle était issue. Et après, et je vous fais grâce de l'histoire, un jour j'écrirai un roman là-dessus, mais quand je serai à la retraite. Mais donc, en dernière analyse, les tribunaux ont été un jour appelés à statuer sur la validité de ce mariage-là et ultimement ont reconnu le mariage autochtone en droit canadien et lui ont fait produire des effets. Il y a eu par la suite, et je vous fais grâce des détails, d'autres décisions un peu partout dans le pays, mais éventuellement surtout dans les territoires nordiques,
ou qui ont peut-être été les derniers touchés par la colonisation puis l'affirmation de la présence de l'État. Et on a reconnu, on a continué à reconnaître, bon, ici c'était les mariages, mais aussi éventuellement les adoptions. Et une époque plus moderne, dans l'affaire Casimel, une décision de la Cour d'appel de Colombie-Britannique, on a reconnu très clairement que le droit des peuples autochtones continuait à s'appliquer et continuait à produire des effets qui devaient être reconnus en droit canadien pour ce qui est, entre autres, des adoptions et des mariages. Et même si la Cour suprême n'a jamais tranché un litige qui portait directement sur ces questions-là, dans un des dossiers là, de droits ancestraux qu'elle a eu à juger, l'affaire Mitchell, elle a fait l'énoncé que vous voyez ici, qui semble donner son approbation de principe à cette idée de, en fait, de doctrine de la continuité. Alors, j'ajouterais aussi que à l'époque moderne, la doctrine de la continuité ou la reconnaissance des coutumes peuvent trouver leur fondement dans un texte international, la Déclaration sur les droits des peuples autochtones des Nations unies, que vous connaissez sans doute, et qui affirme d'une part le principe général à l'article 5 de maintien des institutions juridiques et plus précisément à l'article 34, le droit de promouvoir, développer et conserver les structures institutionnelles, les coutumes, et on dit aussi, lorsqu'ils existent, leur système ou coutumes juridiques, le tout en conformité avec les normes internationales relatives aux droits de l'homme. Évidemment, dire que qu'il faut reconnaître les droits autochtones, les coutumes, appelons ça comme on veut, ça pose un certain nombre de problèmes. D'abord, et je vais l'admettre, je vais l'avouer bien humblement, même après avoir étudié les questions de droits des Autochtones depuis 20 ans, je ne prétends pas du tout être un spécialiste des systèmes juridiques d'un peuple autochtone en particulier ou de tous les peuples autochtones en général. Bon, j'ai pu apprendre quelques notions, mais je n'appliquerai pas moi-même ces systèmes-là, je n'ai pas les connaissances nécessaires. Alors, si c'est mon cas, imaginez n'importe quel avocat là, pris au hasard parmi les membres du barreau ou n'importe quel juge pris au hasard dans les rangs de la magistrature. De façon générale, les juristes occidentaux n'ont aucune connaissance et doivent donc, s'ils veulent appliquer eux-mêmes le droit autochtone, doivent donc avoir une formation rapide, un crash course, peut-être entendre des témoignages s'ils sont dans le cas d'un magistrat, mais c'est un très grand défi. Et étant donné cette connaissance qui est très imparfaite, bien, il y a un risque de déformation. J'en donne quelques exemples qu'on a évoqués là, ce matin, par exemple. Est-ce que le droit autochtone est composé de règles bien définies ou est-ce qu'il est composé de valeurs dont l'application dans un cas précis est laissée un peu à la discrétion des acteurs? La reconnaissance aussi, c'est la transposition d'une règle ou d'un élément, d'un ordre, d'un univers dans un autre. Mais alors, dans cet autre univers-là, il faut rétablir les liens avec les autres institutions juridiques voisines. Alors, par exemple, je reprends l'exemple de Conley contre Woolrich, eh bien, on s'est demandé, OK, on va reconnaître le mariage cri, mais s'il existe un divorce cri, va-t-on le reconnaître? Rappelez-vous, c'était en 1867. On a dit non, 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 jamais de la vie. Alors, évidemment, il y a ce genre d'aménagement-là. Il y a également l'idée que est-ce qu'on importe une institution et on l'isole, puis ensuite on lui fait produire les effets d'une institution équivalente en droit canadien. Alors, par exemple, si on reconnaît une adoption autochtone, est-ce que, après avoir été reconnue, elle produit les mêmes effets qu'une adoption aurait en droit canadien, ou bien est-ce qu'elle produit les effets qu'elle aurait produits en droit autochtone? Prenez l'exemple là, de Mme Bellefleur. Est-ce que si on avait déclaré qu'il s'agissait d'une adoption, est-ce que ça aurait brisé les liens de filiation entre sa fille et son petit-fils? Et ainsi de suite. Alors que ce n'est pas visiblement le cas
dans l'ordre juridique Innu. L'autre défi, c'est celui de la compatibilité avec les droits fondamentaux. C'est souvent l'objection qui est faite par des juristes occidentaux qui sont plutôt tièdes face à la reconnaissance de la coutume. Et si on retourne là, à l'arrêt Mitchell, on voit qu'il y avait et bon, excusez, je l'ai supprimé, mais il y avait une réserve, là, sous réserve de leur compatibilité avec la souveraineté. Et je pense qu'il y a eu d'autres expressions qui ont été utilisées là, pour dire que il y aurait quand même des limites à ce qu'on est prêt à reconnaître. Et dans un contexte moderne, bien, la limite, elle est ici, on dit en conformité avec les normes internationales relatives aux droits de l'homme. Il y a toujours cette idée que il y a peut-être des éléments dans ces systèmes juridiques autochtones qui sont contraires aux droits fondamentaux, qui sont, puis là, bon, il y en a qui vont utiliser des mots plus méchants, là, mais qu'il faudrait donc, que le juriste occidental devrait exercer un certain contrôle sur la substance même pour s'assurer du respect de normes supérieures. Voyons donc comment tout ça fonctionne dans les territoires du Nord-Ouest qui ont adopté une loi sur la reconnaissance de l'adoption en 1994 et cette loi s'applique également au Nunavut qui a été créé en 1999 à même une partie des territoires du Nord-Ouest. Alors, le préambule de la loi reconnaît très explicitement qu'il existe dans les territoires du Nord-Ouest, tout à fait indépendamment du système de droit canadien, qu'il existe un droit qu'on appelle le droit coutumier autochtone et en particulier que ce droit comprend des règles sur l'adoption. Alors, pour tenter d'éviter certaines des difficultés qui ont été mentionnées, là, la loi attribue à des commissaires le pouvoir d'émettre des certificats de reconnaissance. Ces commissaires, ce sont des gens qui doivent avoir une connaissance particulière des coutumes autochtones ou du système juridique autochtone dans la région concernée. Et donc, je pense qu'on peut peut-être tirer une certaine analogie avec les officiers, j'ai peut-être oublié le nom là, mais de l'État civil coutumier, qui sont appelés à délivrer des actes qui, comment je dirais, qui jouent un peu le rôle de passeur entre deux univers, qui certifient aux yeux du juriste occidental ce qui s'est passé dans l'univers kanak ou donc ici dans l'univers inuit. Et donc c'est comme ça qu'on a évité les difficultés reliées au fait que la grande majorité des juristes occidentaux ne connaissent pas le droit autochtone et donc la loi n'attribue pas aux juges canadiens le soin de répondre à des questions comme « y a-t-il eu adoption » ou « cette adoption est-elle conforme à telle ou telle règle ». C'est vraiment un certificat émis par une autorité coutumière. Et aussi, on a des décisions qui disent que l'adoption coutumière conserve les effets qu'elle aurait en droit autochtone. Dans la cause que j'ai mentionnée ici, eh bien, on a dit que l'adoption coutumière maintenait le lien de filiation original, ou en tout cas certains de ses effets, et donc que le père biologique pouvait être appelé à payer une pension alimentaire au bénéfice de l'enfant qui avait par la suite fait l'objet d'une adoption. Chose qui serait impensable, par exemple, en droit québécois. Justement, parlant du droit québécois. Au Québec, après l'entrée en vigueur du Code civil, et là, Mylène pourra sans doute en dire davantage, mais il y a eu une entente informelle avec les Inuits au sujet de l'état civil. Et cette entente-là
je sais pas si je peux la comparer là, à ce qui se faisait dans les territoires du Nord-Ouest, mais l'idée était un peu la même, c'est que des autorités autochtones auraient pour mission de certifier l'existence d'une adoption. Dans ce cas-ci, je crois que c'était les maires des villages inuits, là, et à ce moment-là, le directeur de l'État civil acceptait d'enregistrer l'enfant sous le nom, avec ses parents adoptifs et non pas ses parents biologiques. Tout ceci illégalement, pourrait-on dire. Bon, il y a eu une entente administrative, là, c'était peut-être un peu plus sophistiqué que les procédés dont on a entendu parler ce matin, mais il y avait quand même un certain doute parce que ce n'était pas autorisé par le Code civil et beaucoup d'acteurs officiels non autochtones, notamment l'acronyme qui est ici, c'est la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse qui a enquêté sur les services de protection de la jeunesse dans le nord du Québec, là, au Nunavik. Et plusieurs juges de la Cour du Québec, dans leur jugement ou parfois dans des interventions publiques, ont indiqué assez clairement qu'ils croyaient que cette entente-là était illégale. Ils ont refusé de donner lieu, de donner effet ou de donner quelque reconnaissance que ce soit à l'adoption coutumière et ils ont dit, dans le fond, ce serait bien que la protection de la jeunesse, là, ou ce que vous appelez peut-être l'assistance éducative, ce serait bien qu'ils s'en mêlent là, pour assurer l'intérêt de l'enfant. Et j'ai essayé de me demander pourquoi y a-t-il une réaction semblable alors qu'on aurait pu penser que, puisque le Québec fait partie du Canada et que la common law s'y applique pour ce qui est des questions de droit public comme les questions d'interaction entre ordre juridique canadien et ordre juridique des peuples autochtones, et l'arrêt Connolly contre Woolrich que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est une décision québécoise. Tout ça a été complètement écarté. J'ignore jusqu'à quel point ça a été porté à la connaissance des juges ou des autorités là, qui ont pris ces positions-là. Mais je crois que, surtout avec l'entrée en vigueur du nouveau Code civil, il y a une très forte idée que l'on ne peut pas, par entente privée, changer les liens de filiation. Et les juristes, là, on a un beau mot pour dire ça, là, ça s'appelle l'indisponibilité de l'état civil. On peut pas, c'est pas disponible pour faire des transactions. Alors, on peut pas changer ça par contrat, par entente, par consensus. Là, il faut vraiment que l'État s'en mêle. Et derrière tout ça, il y a également, je crois, l'idée que l'intérêt de l'enfant s'oppose à la circulation informelle et que tout ce qui n'est pas la filiation naturelle doit être approuvé par l'État. Et aussi, il y a chez certains décideurs, chez certains juges et probablement là, à la Commission des droits, cette idée que l'adoption coutumière, c'est comme une filiation de seconde classe et que finalement, les parents adoptifs ne réussissent pas à créer un lien d'attachement avec les enfants adoptés, là, lien d'attachement qui serait pourtant si essentiel au développement de l'enfant. Alors, il y a cette idée-là que l'adoption coutumière est nuisible et on peut se demander, là, est-ce que les juges qui sont saisis, évidemment, uniquement des cas qui ne fonctionnent pas, est-ce qu'il n'y a pas nécessairement un peu une forme de biais qui teinte leur jugement. Alors, c'est un peu la situation actuelle, malheureuse, je crois, là, au Québec. Il y a, par contre, un projet de loi, là, dans cette dernière mouture, il portait le numéro 47, et selon les indications que j'ai, là, il jouit du consensus là, des principaux partis politiques à l'Assemblée nationale, ce qui fait qu'on devrait le revoir au menu législatif, sans doute bientôt. Une des principales caractéristiques de ce projet de loi-là, c'est la reconnaissance de l'adoption coutumière et un peu sur le modèle du territoire du Nord-Ouest et Nunavut, il y aurait des autorités autochtones qui seraient désignées
par les différentes communautés autochtones et reconnu par le ministre de la Justice qui aurait le pouvoir d'émettre des certificats de reconnaissance. Cependant, et là, la formulation est, à mon avis, un peu alambiquée. Il y a un certain nombre de balises ou de limites qui sont imposées à cette reconnaissance. Bon, il faut que la coutume respecte l'intérêt de l'enfant, qu'elle respecte ses droits, mais il n'y a personne qui dit qui doit évaluer ça. Alors, est-ce qu'un juge pourrait être saisi d'une affaire et on pourrait dire ensuite, bah, la coutume en cause ne devrait pas être reconnue parce qu'elle ne tient pas compte de l'intérêt de l'enfant. La loi impose, en fait, la future loi impose, il y a une coquille là, mais à cette autorité autochtone qui serait sur le point de déclarer ou de reconnaître une adoption, de s'assurer, et là on dit suivant une appréciation objective, je ne sais pas ce que c'est là, mais que cette adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. Alors là encore, qu'est-ce que ça veut dire une évaluation objective? Est-ce que c'est pas une façon, encore une fois, de satisfaire ou de calmer les appréhensions des fonctionnaires de l'État qui, finalement, se méfient toujours autant de l'adoption coutumière? C'est possible. Et quand on a un texte de loi comme ça qui tente de concilier les craintes et les appréhensions ou les intérêts de deux groupes dont les intérêts sont pourtant divergents, bien, la question c'est qui va décider les éventuels conflits qui vont se poser et comment ces conflits vont-ils être tranchés. Alors, c'est un peu les questions qui, à mon avis, demeurent là, quand on évalue ce mécanisme là, qui est proposé pour la reconnaissance de l'adoption coutumière au Québec. Je dirais par contre là, que le mécanisme reconnaît quand même que ce qu'on désigne comme étant une adoption coutumière peut produire différents types d'effets qui ne sont pas nécessairement les mêmes que l'adoption québécoise. Et donc, ça aussi, c'est quand même un élément positif du projet, là, cette flexibilité-là, dans la définition des effets de l'adoption.